Bienvenue à tous pour le deuxième webinaire des résultats du projet multifonctionnalité découverte d'Interculture. Donc voilà, c'est le webinaire du 11 mars. On sait prendre en compte la disponibilité en azote dans le choix des couverts. Donc voilà, ce sera avec une co-animation de moi-même et puis de Nicolas. Donc on va pouvoir se présenter. Donc Nicolas, je te laisse te présenter. Merci. Donc Nicolas Baudouin, donc je suis ingénieur de recherche à l'INRAE, à la station de Laon. Donc je travaille sur les bilans d'eau, de carbone et d'azote des systèmes de culture pour prévenir la pollution nitrique en particulier. Et donc j'ai assez travaillé avec les cultures intermédiaires. Ok. Donc, moi je vous dis bonjour à tous. Rebonjour. Et voilà. Moi on présentera tous les deux avec Nicolas des résultats. Et puis il y a Gaëtan et Pierre Alban qui assureront la modération et faire remonter le tri des questions au moment des échanges. Donc le format il est le même que celui de la semaine dernière. Donc on a une petite partie présentation. Voilà, on va aller beaucoup plus vite parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient déjà là au premier webinaire. Donc, on va représenter rapidement voilà, les objectifs du projet, les sorties, ce que vous pouvez voir un petit peu sur le site internet dédié aux sorties du projet. Donc, pour vous rappeler que vous pouvez aller voir si vous n'avez pas eu le temps de voir cette semaine, donc allez-y. Donc voilà, donc ce sera toujours le même format, un petit rappel de biblio, de la vidéo de résultats et ensuite quelques petits résultats pour aller plus loin et après on passe aux échanges. Donc c'est parti. Donc je vais commencer du coup, Nicolas, avec la présentation du projet. Tu continueras avec la présentation de quelques résultats et après on passera à la vidéo. Donc voilà. Donc le projet multifonctionnalité découverte d'Interculture. C'est un projet, pour vous rappeler un peu ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est un projet qui vise à favoriser la généralisation de couverts d'Interculture performants. Donc, c'est des couverts qui rendent un maximum de services. Et donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est le plus de ces couverts possibles et des couverts qui rendent avec des niveaux de service qui soient élevés. C'est-à-dire qu'on cherche à maximiser les services de piégeage de l'azote, mise à disposition, stockage de matière organique, structure du sol. Mais au tout début du projet, on s'est rendu compte, avant de démarrer ce projet sur les cultures intermédiaires, c'est qu'il y avait des éléments qui limitaient le développement de ces couverts à haut niveau de service en région Hauts-de-France. Donc en fait, c'est autour de ces limites qu'on a axé nos objectifs du projet. Donc les trois objectifs qui sont les suivants, c'est de fournir des références sur les services rendus, parce qu'on s'est rendu compte en montant le projet, en construisant un peu nos expérimentations, nos dispositifs de recherche de connaissances, en fait, il y avait un déficit de connaissances sur certains des services rendus par les cultures intermédiaires, mais qu'il y avait aussi un état des connaissances qui était plutôt hétérogène. Donc des services, comme on l'a vu la semaine dernière sur la structure du sol, où finalement il y a assez peu de références, on va dire, sur le fonctionnement du service, et puis d'autres où finalement on sait déjà un peu l'effet des cultures intermédiaires, mais il reste vraiment à le maximiser et à trouver les leviers, les pratiques qui permettent de maximiser ces services rendus par les cultures intermédiaires. Donc c'est un peu le deuxième objectif, c'est de permettre aux agriculteurs d'aménager leurs pratiques d'interculture pour maximiser les services ciblés. C'est-à-dire quelle est la meilleure date de semis, la meilleure date de destruction, ou le meilleur mélange pour favoriser tel ou tel service, mettons pour maximiser le piégeage de l'azote, ou à l'inverse, maximiser sa disponibilité pour la culture suivante, ou faire les deux en même temps. Donc voilà, pour ces deux objectifs en lien avec les services écosystémiques. Et puis un troisième, c'était de permettre le contournement au frein, à la mise en place de ces cultures intermédiaires à fort niveau de service rendu. Donc en fait, on se rendait compte que finalement, on avait des agriculteurs qui étaient très motivés par les cultures intermédiaires, qui voyaient très bien les services mis en œuvre, mais pour des raisons souvent organisationnelles et parfois économiques et techniques, on n'avait pas forcément, on va dire, le résultat en face. C'est-à-dire qu'on se retrouvait des fois avec des couverts qui étaient semés peut-être un peu trop tard pour avoir un développement suffisant et assurer les services rendus. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place on a essayé de travailler autour de cet objectif, de trouver des innovations techniques et de les transférer pour permettre, on va dire, le contournement de ces freins à la pratique des couverts. Donc au niveau d'un petit rappel, encore une fois, au niveau des dispositifs, on a fait des expérimentations au champ sur la destruction tardive de couverts. Donc vous allez voir un petit peu les résultats dans la vidéo. On a travaillé également sur l'effet des couverts sur la structure du sol, bon, c'était la semaine dernière, et puis après sur les choix d'itinéraires techniques. On a travaillé aussi avec des expérimentations virtuelles en utilisant le modèle STIC. Donc là, c'est pareil, vous verrez quelques résultats dans la présentation et dans
et dans la vidéo également. Et puis, on travaille aussi par Biblio. Et puis, la track aux pratiques innovantes, ça, vous verrez ça plutôt dans les webinaires d'avril sur le SMI à la volée donc précédent. Donc voilà, les sorties du projet, donc ce qui ressort de ces dispositifs et qui répond à nos objectifs de début de projet, donc c'est la bibliothèque en ligne de référence, c'est le site internet que je vous ai présenté un peu la semaine dernière, donc où on a ces fiches sur les services rendus par les cultures intermédiaires, où on explique le processus par lequel le service est rendu, mais aussi les leviers qu'on peut actionner en tant qu'agriculteur ou en tant que conseiller pour on va dire, aménager et maximiser ces niveaux de services rendus. On a des fiches sur les pratiques innovantes, donc c'est ces pratiques qui permettent on va dire, de lever des freins à la pratique des cultures intermédiaires, donc on va dire pour déplafonner un petit peu la productivité de nos couverts. Et donc c'est autant d'idées qui nécessitent évidemment d'adaptation pour être mises en place en ferme, mais c'est des idées. Et puis il y a aussi ces fiches, elles contiennent aussi l'évaluation de ces pratiques innovantes, donc vous verrez un peu leur performance organisationnelle et économique. Vous avez aussi des dossiers techniques si vous voulez aller plus loin sur les expérimentations qui ont été faites dans le cadre du projet pour aller comprendre un peu les protocoles et voir les résultats plus en détail. Bon, les vidéos, donc c'est les vidéos qu'on va vous présenter dans chacun des webinaires. Des outils, on va en découvrir un aujourd'hui sur l'azote disponible en interculture. Donc, on fera une petite démonstration au cours du webinaire. Et aussi, donc, on a aussi travaillé sur des supports d'animation et des supports de communication sur les cultures intermédiaires, donc pour accroître, on va dire, ce transfert des références qu'on a acquises dans le cadre du projet. Donc voilà. Voilà pour ce qui est, on va dire, des présentations des sorties. Je vous rappelle que c'est donc sur le site cultivonslescouverts.agro-transfert-rt.org où vous pouvez retrouver tout ça. C'est libre, donc vous pouvez aller les consulter à volonté, et puis surtout, n'hésitez pas. Donc voilà. Et ensuite, donc, on passe au contenu, vraiment au résultat sur la prise en compte de la disponibilité en azote dans le choix des couverts. Donc, Nicolas, tu vas nous présenter un petit peu quelques résultats. Ensuite, on passera à la vidéo et enfin, pour aller plus loin, quelques autres résultats. Voilà. Surtout, n'hésitez pas si vous avez déjà des questions, vous pouvez les poser tout de suite. Donc, rebonjour. Donc, je vais vous partager quelques éléments de connaissance d'après la bibliographie, donc la publication de résultats expérimentaux qui sont disponibles. Bon, il faut savoir qu'il y a eu énormément de publications sur les cultures intermédiaires simples, alors que sur les couverts, ça reste quand même encore un domaine en cours d'exploration. Et donc, les publications portent autant sur l'agronomie, mais aussi sur l'écologie, c'est-à-dire les relations entre espèces qui peuvent être assez complexes. Donc, par exemple, voici un résultat plutôt de type écologique sur la relation entre la diversité en termes d'espèces d'un couvert et la richesse du milieu, donc ici l'azote. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a ce qu'on appelle une courbe de Gauss ou une courbe en cloche, et donc on atteint un maximum de diversité spécifique quand la richesse du milieu est moyenne, alors que sur les extrêmes, à gauche, c'est-à-dire pauvre en azote, on a finalement moins d'espèces, et donc ici plutôt favorable aux légumineuses puisqu'elles vont synthétiser elles-mêmes leur azote par fixation symbiotique. Et à l'autre extrême, bon, des espèces vraiment nitrophiles comme l'ortie ou certaines crucifères, donc qui vont dominer toutes les autres. Voilà, donc ici c'est dans le cas d'un milieu riche enfin plus ou moins riche et homogène. Après, quand on a une hétérogénéité locale, ben finalement les extrêmes sont plus riches parce qu'il y a des espèces qui vont profiter de cette hétérogénéité. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle l'effet lisière en écologie qui combine différentes espèces. Voilà. Donc ensuite, voici des résultats là qui viennent du projet lui-même. Donc ce sont les résultats de la plateforme de Saint-Pierre-Aigle que vous auriez dû visiter s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc cet essai a croisé finalement deux facteurs. Le facteur type de couvert, donc on avait soit de la moutarde, soit une association Facelli-Vess, et aussi deux niveaux d'azote. Le niveau d'azote entre 0 et un apport de 50. L'apport de 50, ce n'est pas du tout pour conseiller de mettre de l'apport sur les couverts, mais c'était pour voir l'impact d'une différence de niveau d'azote sur le comportement du couvert. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, à gauche, on a la comparaison à 0 ou 50 unités d'azote avec de la moutarde. Donc là, il y a un très fort contraste.
Par contre, avec le couvert, la biculture, on a finalement une différence relativement atténuée entre le témoin et le 50 unités. Bon, donc j'ai oublié de dire que c'était la biomasse du couvert qui était produite à sa destruction. Donc, bon, c'est assez connu, c'est que finalement, grâce à la fixation symbiotique, finalement, la veste va aussi fabriquer son azote elle-même. Donc évidemment, donc on va avoir des comportements variables des couverts selon les conditions du milieu et donc de la richesse en azote en particulier. Donc le comportement des couverts va aussi être fonction des espèces. Donc là, vous avez selon une hiérarchie entre les vitesses d'acquisition de l'azote par hectare et par degré jour d'espèces qui peuvent être implantées en automne. Et donc, vous voyez que ça varie du simple au double, cette vitesse, entre le tournesol, le radis, la facilie qui sont les plus rapides, ou la moutarde blanche, et à l'opposé, le regret italien, l'avoine ou l'avoine. Cependant, cette vitesse doit être combinée avec la base de température de l'espèce, et donc vous avez des espèces qui vont commencer à croître à partir de 1 degré, comme la moutarde, et d'autres qui vont commencer à croître à partir de 7 degrés. Donc évidemment, si on a un jour à 10 degrés, bon, ben, la vitesse de la moutarde va être finalement, enfin le nombre de degrés jour accumulé va être le double pour la moutarde que pour, par exemple, la moutarde blanche par rapport à la moutarde d'Abyssinie. Donc, alors, dans le précédemment, c'était les couverts non symbiotiques. Ici, vous avez le taux de fixation des espèces symbiotiques dans un essai conduit en Suisse. Vous avez donc une variabilité du taux de fixation symbiotique en kilos d'azote par hectare, par tonne de matière sèche accumulée. Donc ce taux varie de 40% à quelques pourcents suivant les espèces. Donc à gauche, vous avez, on ne le voit pas bien, mais c'est la veste, et de l'autre côté, à l'autre bout, on a le fenugrec et le pois chiche. Alors évidemment, ce taux varie en fonction de l'espèce, mais aussi, par exemple ici, de la disponibilité du rhizobium qui est nécessaire à l'espèce. Et par exemple, pour les deux plus faibles ici, c'était des espèces exotiques qui n'ont pas le bon rhizobium à leur disposition. Donc ça, évidemment, il faut tenir compte aussi de l'inoculation nécessaire de certaines espèces. Donc la quantité fixée va finalement être fonction à la fois donc de ce taux de fixation et de la biomasse du couvert. Donc ici, vous avez, selon l'axe des X, une quantité qui va varier de 0 à 7 tonnes de matière sèche par hectare. Et donc, sur l'axe Y, vous avez une variabilité de la quantité d'azote qui va de 0 à plus de 150. Et donc ça va être fonction à la fois de l'espèce et de la matière sèche du couvert. Donc ça, c'est fonction aussi des conditions du milieu. Voilà, donc la quantité fixée s'avère quand même très corrélée à la biomasse produite selon une relation dépendante de l'espèce. Donc pour choisir un couvert, il faut intégrer les conditions du milieu. Bon, ici vous avez un essai qui est plus à nature écologique, qui va comparer le comportement, la performance d'un mélange par rapport à l'espèce pure la plus performante. Et donc, à 0, c'est l'égalité entre les deux. Et à gauche, c'est finalement le couvert est moins performant que l'espèce pure. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même que le couvert est en général un peu moins performant que l'espèce pure la plus performante. Bon, ici, on le connaît a posteriori, quelle est l'espèce pure la plus performante, mais malheureusement, dans la réalité, on ne la connaît pas en avance, quoi. Donc, l'intérêt de
il y a une autre façon de voir ce graphique, c'est de se dire que finalement, la performance du couvert est proche de la culture pure la plus performante, et, alors que celle dernière, on ne la connaît pas. Voilà. Donc, le comportement du couvert sera finalement plus robuste parce qu'il va être beaucoup plus plastique, il va pouvoir s'adapter. Il y a un autre élément à prendre en compte aussi qui joue sur l'intérêt des mélanges, c'est qu'à l'échelle des parcelles, il y a une forte hétérogénéité. Donc ici, vous avez une photographie par satellite de l'indice de végétation qui donne finalement le taux de développement du couvert. Donc en jaune, ce sont les sols nus en automne. Et en bleu clair, c'est des sols peu couverts, et en vert fluo, ce sont les sols les plus couverts. Donc on voit qu'à l'échelle d'une parcelle donnée, on a une forte hétérogénéité, et donc ça aussi, ça plaide pour l'intérêt du couvert qui va être beaucoup plus plastique par rapport à la disponibilité en nutriments du milieu. Donc l'intérêt des mélanges, il est fonction aussi du nombre d'espèces. Donc, on voit dans ce graphique que finalement, la biomasse de la culture intermédiaire multiservice, ça va croître en fonction du nombre d'espèces et encore plus en fonction de la diversité fonctionnelle des espèces, c'est-à-dire entre des espèces qui vont avoir des racines fasciculées ou pivotantes, qui vont couvrir plus le sol ou qui vont plutôt monter en hauteur, ou qui vont être gélives ou non gélives. Donc finalement, c'est plutôt cette complémentarité entre espèces qui va encore plus déterminer la biomasse de la CIMS. Et donc, à droite, vous avez un autre résultat bibliographique qui montre que finalement, pour l'acquisition en azote des CIMS, c'est le nombre d'espèces, mais aussi surtout leur complémentarité qui va jouer. Donc, en conclusion, c'est que finalement, les mélanges d'espèces sont des systèmes complexes. Cependant, on peut y voir trois propriétés qui émergent, qui sont des constantes. C'est que leur performance est finalement proche de la culture pure la plus performante, mais cette dernière, on ne la connaît pas à l'avance. Leur performance aussi est fonction de la complémentarité entre ces espèces, et que l'évolution du mélange va être fonction finalement des situations du milieu, des conditions du milieu, c'est-à-dire dans l'année et dans la parcelle. Donc, il y a intérêt à essayer d'anticiper un peu sur ces conditions du milieu, de voir par exemple si elles vont être plutôt riches en azote, ou est-ce qu'on est dans un sol profond ou peu profond, par exemple. Voilà, donc ça nous amène après à écouter le diaporama pour... Ah non, excusez-moi, il y avait d'autres choses. Non, il faut qu'on passe la vidéo avant. Du coup, Nicolas, parfait, tu as résumé un peu, toute ton intervention et presque introduit la vidéo, donc c'est parfait. Donc voilà, on a vu qu'il y avait des espèces qui étaient adaptées à la richesse en azote, d'autres qui sont adaptées à des milieux plus pauvres, mais que le mélange, du coup, voilà, il permettait, on va dire, de stabiliser un peu la productivité et d'assurer une productivité comparable à la meilleure espèce pure dans son milieu. Donc, voilà. Donc c'est parfait, donc je vais pouvoir lancer la vidéo qui va vous présenter un petit peu, qui a une introduction globale, enfin qui comprend une introduction globale, on va dire un peu au service rendu et aux enjeux autour de la question des couverts. Et puis ensuite on parlera de cette question de la disponibilité en azote dedans, un petit complément. Nous allons traiter du contexte de la disponibilité en azote en fonction de la parcelle pour les cultures intermédiaires multiservices. Alors, quelles sont ces cultures intermédiaires multiservices? C'est ce que les agriculteurs appellent habituellement les couverts. Mais finalement, sous ce mot couvert, ça révèle plein de fonctionnalités différentes, parce que la culture intermédiaire peut déjà piéger les éléments nutritifs pour les restituer à la culture suivante. Elle peut aussi, comme son nom l'indique, couvrir le sol pour le protéger contre l'érosion. Elle est aussi un réservoir de biodiversité pour favoriser les insectes, par exemple. Elle favorise aussi l'activité biologique du sol. Elle favorise aussi la restructuration du sol, comme certains collègues l'ont montré tout à l'heure. Et donc, tous ces services vont être assurés plus ou moins
dans la culture intermédiaire en fonction des choix qu'aurait fait l'agriculteur. Alors là, ici, nous parlons surtout de la gestion de l'azote. La gestion de l'azote pour l'agriculteur, c'est vraiment un challenge parce que l'azote, ça sert à nourrir évidemment les végétaux et ensuite ça servira aussi à nourrir les humains ou les animaux. Mais cet azote aussi, donc, qui a un cycle très compliqué, est aussi objet de perte puisque l'agriculteur travaille en milieu ouvert. Donc l'azote qui est apporté ou qui est dans le sol peut être malheureusement perdu vers l'atmosphère ou la nappe. Et donc les choix de l'agriculteur pour gérer cet azote sont déjà de gérer les doses et la nature des apports. C'est aussi gérer la succession de cultures pour optimiser le recyclage de l'azote d'une culture vers la suivante. Mais ces cultures ne se suivent pas toujours d'une façon très rapprochée. Et donc on arrive à cette notion d'interculture. Donc vous avez des intercultures courtes, par exemple entre un blé et une orge d'automne. Donc là, ça laisse 2 mois, mais vous avez aussi des intercultures très longues entre, par exemple, un blé et une betterave ou un maïs, donc 6 mois plus tard. Et donc, l'enjeu, c'est finalement de valoriser au mieux cette période d'interculture pour justement mettre en place une culture intermédiaire multiservice qui va donc apporter ce service de piégeage des éléments nutritifs et d'activation de la vie microbienne du sol. Et donc ici, on va raisonner, on va voir comment finalement l'agriculteur peut optimiser son choix, parce que son choix, il va donc intégrer la date de semis, la date de destruction, la nature du couvert. Et donc j'en viens finalement à la question finalement de l'intérêt des mélanges comme culture intermédiaire multiservice. Pour illustrer l'effet du contexte de la parcelle sur l'intérêt de ces mélanges de cultures intermédiaires, on a mis en place pour cet atelier un essai relativement simple avec 4 traitements. Donc 2 traitements de moutarde sur lesquels on a généré un différentiel de disponibilité en azote. On l'a généré artificiellement par de la fertilisation azotée. Donc pour une modalité, on a rajouté 50 unités d'azote à cette moutarde. Et pour l'autre mélange, on a réalisé la même chose, une fertilisation de 50 unités, mais pour un mélange facélie-vesse-velue. Donc 3 kg de facélie et 25 kg de vesse-velue. Sur cet essai, on voit bien que la réponse de la moutarde à l'azote, c'est-à-dire qu'on a tout de suite un couvert qui est beaucoup plus développé pour cette non-légumineuse. Idem pour le mélange facélie-vesse-velue où la facélie s'est beaucoup plus développée au détriment des légumineuses. Ces objectifs illustrent bien la relation qu'il peut y avoir entre la dynamique du couvert et la disponibilité en azote. Dans des essais conduits dans le cadre du projet multifonctionnalité des couverts d'interculture, pendant 3 ans, on a travaillé sur l'impact de la date de destruction des couverts sur la culture suivante. Dans ces essais, on a pu comparer ces mêmes traitements, moutarde et facélie vesse-velue, dans différents contextes, dans 6 contextes différents. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'intérêt de ces mélanges bispécifiques légumineuses, non légumineuses, il a un intérêt qui varie fortement d'un lieu à l'autre. Dans certaines situations, il n'est pas forcément intéressant d'avoir ces mélanges bispécifiques comparativement à de la moutarde, où on n'a pas forcément de gain de productivité. A l'inverse, dans certaines situations, ces mélanges bispécifiques permettent un gain entre une demi-tonne et 1 tonne de matière sèche, principalement légumineuses, donc de plantes fixatrices d'azote. Si on analyse plus finement ces résultats, on voit que l'intérêt de ces mélanges bispécifiques, il est fortement lié à l'azote disponible en interculture, c'est-à-dire que les espèces non légumineuses sont fortement favorisées par la présence abondante d'azote dans le milieu. A l'inverse, les légumineuses, elles sont plutôt freinées par la présence d'azote dans la mesure où elles sont fortement concurrencées par les autres espèces du couvert. Il pourrait être intéressant d'identifier a priori les situations où on a un enjeu azote plutôt fort ou à l'inverse, on a un enjeu azote plutôt faible pour adapter la composition du mélange pour pouvoir on va dire, valoriser au mieux les semences investies en couvert. C'est-à-dire que dans des situations à forte disponibilité en azote, il pourrait ne pas être pertinent de choisir de mettre des légumineuses en mélange dans la mesure où elles vont avoir un développement relativement limité par les autres espèces du couvert. D'autant que ces espèces sont généralement, on va dire, les plus onéreuses dans les mélanges. Il a été dit que les cultures intermédiaires multiservices, en particulier les mélanges, pouvaient avoir des comportements différents suivant le contexte, avec plus ou moins d'azote. On sait aussi qu'on peut donner différents objectifs à cette culture intermédiaire multiservice. Historiquement, pendant des siècles, les agriculteurs s'en sont servis plutôt comme engrais vert, et depuis quelques décennies, on s'en sert plutôt comme piège à nitrate. Et donc il est important pour chaque agriculteur, finalement, pour chaque parcelle, de juger de quelles sont les priorités et en fonction de ça, de raisonner son choix en termes d'espèces implantées.
Et donc, pour ça, il est invité à faire un petit calcul prévisionnel à l'aide d'une tablette qui va l'aider à raisonner les différents postes du bilan d'azote pour cette interculture. Et donc, ces différents postes sont déjà l'azote laissé par la culture précédente, qui peut être de l'ordre de 50 kg par hectare, mais ça peut être aussi plus s'il y a eu un accident végétatif, par exemple, sur la culture précédente. Il y a évidemment la minéralisation de l'humus, qui est un phénomène naturel qui se produit surtout quand il fait chaud et humide. Et donc la période de fin d'été et d'automne est quand même une période où il y a une minéralisation importante qui peut varier entre 50 et 150 kg d'azote suivant les sols. Il y a aussi la minéralisation des résidus de la culture précédente qui, elle, va plutôt avoir tendance, si c'est par exemple des pailles fort céssurènes, donc pauvres en azote, ces pailles vont donc plutôt utiliser de l'azote minéral du sol pour se décomposer. Donc ça va venir en moins sur le bilan. Il y a aussi l'apport d'éventuellement effluents, fumier, vinasse, qui eux vont aussi apporter de l'azote organique mais aussi minéral. Et on peut aussi avoir un arrière-effet, par exemple, de retournement de luzerne à moins de 2 ans, qui va aussi fournir encore de la minéralisation. Donc tous ces postes vont contribuer donc à donner une quantité d'azote minéral disponible pour la culture piège à nitrate ou l'engrais vert, la SIMS. Et donc c'est important d'évaluer cette quantité pour raisonner le choix, puisque ce qu'on a vu, c'est que finalement, le choix va être raisonné finalement surtout par rapport à ce qu'on a à piéger. Et donc si les quantités à piéger sont importantes, mais finalement il faut peut-être plutôt s'orienter vers un choix plus simple d'une ou plusieurs cultures qui vont être que des pièges, comme la moutarde ou la graminée ou la facélie. Par contre, si on a un contexte pauvre en azote, ça peut être intéressant d'y associer une légumineuse dans un mélange, donc légumineuse graminée par exemple. Et ce qui est important, c'est que finalement ce mélange, il va avoir une certaine plasticité, une certaine robustesse dans son fonctionnement. C'est-à-dire que s'il y a peu d'azote, mais ça va être quand même les légumineuses qui vont plutôt se développer et donc produire de l'azote, fixer de l'azote. Et si c'est riche en azote, ça va être surtout les cultures pièges qui vont se développer. Mais l'important, c'est que finalement, au bilan, en fin d'automne, on va avoir une quantité d'azote disponible équivalent entre, par exemple, une moutarde et une Vesche fachelii, quel que soit le site. On va avoir à peu près la même quantité de reliquat d'azote disponible en fin d'automne. Sur une parcelle donnée, donc l'agriculteur aura intérêt à raisonner le choix de l'espèce de SIMS, mais aussi évidemment la date de semis, la date de destruction, de façon à finalement remplir au mieux ses objectifs tout en minimisant les coûts d'achat de semences. Et donc, on sait par exemple que les légumineuses, faut les semer quand même plutôt assez tôt pour bénéficier d'une bonne température. Et donc, ce qui est important quand même, c'est que le mélange va lui donner une certaine souplesse. La capacité de restituer de l'azote à la culture suivante va être plus importante pour le mélange d'espèces. Il va être intermédiaire entre la capacité de restitution d'une légumineuse et d'une culture pure. Donc, on est revenu sur la présentation. Donc voilà, vous avez pu un peu voir une partie de nos résultats sur la relation, on va dire, à disponibilité en azote et choix, on va dire, en matière de couvert d'interculture. Et donc là, je vais vous présenter un petit peu quelques résultats, on va dire, pour aller plus loin. Mais avant ça, on a un petit peu parlé, on va dire, d'une manière d'évaluer la disponibilité en azote en interculture a priori, donc à un moment de choisir au moment de choisir son couvert, au moment de l'implanter, on est en mesure d'évaluer, on va dire, la disponibilité en azote de la parcelle pour raisonner un peu son choix de mélange. Donc ça permettra, je vais vous présenter un petit peu cet outil qui permet de refaire un peu ce calcul. Et en fait, ça va vous permettre d'identifier des situations de faible ou de forte disponibilité, on va dire, structurelle en azote, c'est-à-dire que des situations, on va dire, dans des sols à faible ou à fort potentiel de minéralisation en azote,
des parcelles où vous prévoyez des apports de produits organiques, mais sans réellement, on va dire connaître l'effet qu'il peut y avoir sur le couvert. Et du coup, ça va permettre on va dire, de choisir ou au moins d'arbitrer dans les proportions du mélange entre des parcelles où on a un enjeu à capter énormément d'azote parce qu'il y a de l'azote disponible en interculture à ce moment-là et on n'a pas besoin des légumineuses pour faire beaucoup de biomasse en mettant un couvert, on va dire 100% non légumineuses, mais toujours en ayant un mélange, on va dire, de plusieurs espèces, ben, finalement, on va arriver à produire quand même beaucoup de biomasse. Et à l'inverse, on va pouvoir estimer les situations où finalement, on va avoir besoin de nos légumineuses parce que ben, le couvert, il ne va pas se développer autrement. On va dire, on a un potentiel de production du couvert qui va être limité par l'azote. Et aussi, ça va vous permettre de voir un peu, il y a à la fois une échelle, on va dire, plus structurelle, donc savoir si dans vos parcelles, vous avez un enjeu azote tous les ans, ou sur telle ou telle interculture, il y a un enjeu azote, entre azote faible ou azote faible ou fort, on va dire tous les ans, et d'autres, on va dire, des choses plus conjoncturelles, c'est-à-dire avec lié notamment à un accident, l'impact que peut avoir un accident de culture, par exemple, vous ne faites pas le rendement en blé qui était prévu, ou vous avez... où finalement vous avez un outil qui vous a conseillé de mettre un peu plus d'azote que ce qui était prévu au prévisionnel, mais finalement vous n'avez pas retrouvé, vous avez pas retrouvé, enfin, en termes d'exportation, enfin le compte n'y est pas forcément, et bien finalement vous allez pouvoir estimer l'azote, cette disponibilité supplémentaire en azote, et finalement pouvoir adapter la composition du couvert. Donc je vais vous présenter un petit peu cet outil. Voilà, partage d'écran. Voilà. Donc voilà, donc là vous êtes sur l'interface où finalement, enfin, la page d'accueil des différents outils du projet. Donc un outil de composition de mélange, un outil d'évaluation d'azote disponible et un outil d'évaluation, on va dire, pour simuler un peu l'impact des pratiques de couvert. Donc en fonction du contexte, vous pouvez voir un peu quel est le potentiel de production de services écosystémiques et si vos pratiques, elles y répondent. Mais l'outil qui nous intéresse, c'est celui pour évaluer l'azote disponible. Donc c'est un outil qui est vraiment très simple à utiliser. Vous avez juste besoin des informations parcellaires et puis un peu le contenu d'une analyse de sol pour évaluer la minéralisation de l'humus. Donc là, j'ai un peu repris une situation, une situation fictive, donc en termes voilà, donc dans une parcelle de blé où on n'a pas d'antécédent colza et on a une fréquence de légumineuses autour de 1 année sur 10. Donc bon, après tout ça c'est paramétrable en fonction de votre contexte évidemment. Un objectif de rendement de 100, mais la valeur en soi n'a pas forcément d'importance. Une dose d'azote préconisée qui était de 180. On a fait le rendement estimé avec la quantité d'azote apportée qui était celle qui était prévue. Le contexte de la parcelle, donc là on peut modifier, on va dire, je vais vous mettre une parcelle à 13% d'argile pour reprendre une situation où on a une analyse de terre. Dans une situation d'essai, donc vous renseignez la teneur en argile, la teneur en azote organique, la profondeur d'humification, la densité apparente du sol, la charge en cailloux, le pH de la parcelle, donc celui-là était plus faible pour l'essai, le C sur N du sol, donc là c'est bon, et la teneur en calcaire. Donc ça, c'est des paramètres qui vont vous permettre de calculer la minéralisation du humus, donc ce qui est la fourniture du sol au couvert au cours de l'interculture. Donc c'est calculé à partir de votre date de récolte, de votre précédent, et puis d'une date, on va dire, jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, vous renseignez un peu ce que sont devenus les résidus de culture. Est-ce qu'elles sont exportées, oui ou non? Est-ce qu'il y a eu un retournement de luzerne dans les années précédentes qui correspond, on va dire, qui correspond à une mise à disposition, qui va restituer de l'azote au cours des 2 années qui suivent sa destruction. On renseigne aussi les amendements organiques, et là, du coup, on renseigne le type de produit organique et la quantité. Donc là, on a une situation où on n'en a pas. Et du coup, l'outil va vous permettre de calculer l'azote qui est disponible pour le couvert pour se développer. Donc, c'est-à-dire que vous avez là, dans ce cas-là, 65 unités qui sont disponibles du fait de la minéralisation de l'humus. Donc, c'est le sol qui va fournir 65 unités au couvert tout au long de l'interculture. On a aussi un champ sur la minéralisation. Là, du coup, vous voyez les résidus de culture. Donc, le fait de restituer notre paille de blé, donc notre blé avant donc les quantités de paille restituées sont calculées à partir du rendement réalisé. Donc, vous avez comment dire, le fait de restituer les pailles va vous provoquer une diminution de l'azote disponible pour le couvert d'autour de 23 unités. Si on peut s'amuser un petit peu à modifier, ça met à jour automatiquement. Donc si on exporte les pailles, on n'a plus que moins 14. Donc moins 14, ça correspond à la minéralisation, enfin
à la dégradation des chaumes et des menus pailles qui sont elles, pas exportées. Et donc, l'outil fait la somme de tout ça et vous donne une quantité d'azote disponible pour le couvert. Et on peut arriver un peu à la traduire en un potentiel de production de matière sèche. Donc là, on est autour de 1 tonne 71 si on met pas de légumineuses. Donc si on met un couvert que de non-légumineuses, on a un potentiel de production de 1 tonne 71 estimé, on va dire, sur cette parcelle. Et à l'inverse, si on se retrouve dans des situations où finalement on n'a pas fait le rendement qui était prévu, et bien finalement on se retrouve avec des postes de surfertilisation et donc là qui vont automatiquement on va dire, augmenter l'azote disponible et puis la productivité du couvert entre guillemets potentiel. Donc c'est un calcul qui va vous permettre, on va dire, de savoir un petit peu quel est le potentiel de production d'une parcelle une année donnée ou le cas général sur telle ou telle interculture, et puis de se dire, bah là, dans cette parcelle-là, si je veux faire j'ai pas forcément, dans ce cas-là, par exemple, j'ai pas besoin de mettre des légumineuses pour faire autour de 3 tonnes de matière sèche si c'est mon objectif. Par contre, la situation précédente où j'avais fait le rendement espéré, bah, finalement, si je veux augmenter la productivité de mon couvert en lien des services de par exemple, amélioration de la structure du sol ou stockage de carbone dans le sol, mais finalement, il va falloir que j'ai recours à des légumineuses pour un peu déplafonner mes rendements. C'est un peu à ça que sert l'outil. On va revenir sur le PowerPoint. Je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Ok. Donc, du coup, voilà, je vous ai présenté un petit peu cet outil. Donc, il est déjà disponible en ligne sur le site qui héberge les sorties du projet. Il y a un onglet outils où vous pouvez utiliser ces outils déjà. Donc, il me reste 2-3 diapos pour la partie pour aller plus loin, et puis après, on passe aux questions. Donc, voilà. Donc, pour aller plus loin, on va dire sur les choses qui influencent les dynamiques des espèces en mélange. Donc, on a parlé de la disponibilité en azote, mais il y a aussi le facteur date de semis qui est aussi important. Selon les dates de semis et surtout le nombre de degrés jour qu'on peut avoir, on va dire, Nicolas a déjà parlé un petit peu des températures de base selon les espèces qui varient aussi, mais on a aussi un potentiel de productivité qui, pour chacune des espèces, est aussi défini par on va dire, un taux de croissance par degré jour. Et on voit que finalement, si vous voyez un petit peu sur ce graphique-là, donc d'une publication de l'année dernière, où finalement ils ont semé dans plusieurs fermes le même mélange dans plusieurs fermes et dans des situations avec différentes richesses en azote, mais on voit que finalement, on n'a pas du tout le même couvert d'une ferme à l'autre selon les dates de semis qui ont été réalisées et aussi la richesse en azote du milieu. Donc on voit que dans les situations où on a le plus de degrés jour, finalement, notre pois fourragé, le trèfle violet et le trèfle incarnat sont beaucoup plus présents que dans les situations finalement où on a semé peut-être un peu plus tardivement, où on a beaucoup plus de colza dans le mélange que des espèces de légumineuses. Même avec la même disponibilité en azote. Ensuite, donc toujours pour aller sur l'effet de la date de semis sur les performances du couvert. Donc là, c'est un graphe donc, qui est issu des données simulées via le modèle Stix dans le cadre du projet. Donc on voit clairement que finalement on a une baisse de la performance du couvert au fur et à mesure qu'on décale la date de semis, ça on le savait déjà, mais finalement cette différence elle est très dépendante d'une espèce à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui répondent, finalement si on regarde un petit peu la moutarde, on peut se permettre de décaler un petit peu la date de semis pendant quelques semaines et on ne va pas trop impacter la performance du couvert. Pareil pour d'autres espèces, on va dire globalement des crucifères ou même la facélie. Et pour d'autres espèces, à l'inverse, même pour les mélanges comme là, à l'avoine veste, ben finalement, retarder la date de semis, on va fortement impacter les performances du couvert. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, lié à l'accroissement. Donc Nicolas en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. C'est lié aussi aux températures de base des espèces pour croître. Il y en a certaines qui vont relativement bien valoriser les degrés jours qu'il y a sur octobre-novembre. Donc là, on a typiquement un peu les champions des dates de semis tardives, la moutarde blanche et l'avoine de printemps qui fonctionnent assez bien pour des dates de destruction tardive également. Donc finalement, il y a à la fois la richesse en azote et aussi la date de semis à laquelle on peut réaliser qui vont pouvoir nous
nous renseigner sur les espèces à mettre en mélange. Voilà, donc il y a un peu cette double lecture. Et du coup, qu'on va enrichir avec nos essais sur, on vous en a un petit peu parlé dans la vidéo, les essais sur les dates de destruction de couverts. Finalement, il y a une autre donnée qu'on peut aussi ajouter, c'est le temps, mais le temps, on va dire temporel, c'est-à-dire qu'en retardant la date de destruction, finalement, ces espèces de légumineuses, finalement, même si sur des dates d'implantation qui sont peut-être tardives, où on va peut-être pas les voir pour une date de destruction, qui est précoce, finalement, si on retarde notre date de destruction, ça change pas mal de choses sur la dynamique et la proportion de chacune des espèces. Vous voyez un petit peu sur les résultats. Je suis désolé, on voit pas bien, c'est l'implantation dans Livestorm qui floute un peu ce graphe, mais finalement, on voit, là, vous voyez sur le graphe du haut, les comparaisons entre deux lieux différents de mélange. Donc, chacun des graphes, finalement, c'est un mélange différents. On voit globalement la productivité pour les couverts comprenant des légumineuses, elle continue de croître tout au long de l'hiver, mais que c'est principalement lié à ces légumineuses, on va dire un type hiver, donc tolérantes au froid, qui continuent de pousser tout au long de l'hiver et qui ne sont pas gélives. Finalement, elles sont peu présentes pour les dates de destruction précoce, mais quand on retourne les voir au printemps, finalement, elles occupent la plupart du mélange. On le voit sur le mélange tout en haut, qui est un mélange de divers légumineuses plus de l'avoine rude. Finalement, en bleu ciel, là, vous avez la biomasse du trèfle incarnat qui augmente tout au long de l'hiver. Donc, si on fait une pesée de couverts finalement adorants sur le lieu de gauche au tout début de l'hiver, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas tant que ça de trèfle incarnat. Bon, il n'y a pas tant que ça de couverts de manière générale. Mais au final, si on attend, on laisse courir l'hiver, finalement, la biomasse de trèfle incarnat, elle peut gagner 1 à 2 tonnes assez facilement. Pareil pour la Facélie Vézelue, j'aurais dû présenter ce résultat-là parce que c'est un peu plus flagrant. Au tout début de l'hiver, on a quasiment que de la Facélie dans le mélange, et finalement, quand on revient à la fin, la proportion de Facélie a plutôt diminué, et parce que la Vézelue a continué de pousser tout au long de l'hiver. Donc voilà un peu pour ces. Donc du coup, on a pour enrichir un peu cette réflexion sur la partie, on va dire, impact de l'azote sur le couvert, on vous a montré un peu d'autres choses, donc les dates de semis et puis les dates de destruction qui peuvent avoir un impact sur la dynamique du couvert. Donc voilà, donc place on va dire, aux échanges. Donc je laisse un peu Gaëtan et Pierre-Alban faire la modération, donc vous pouvez activer au micro. Donc, Gaëtan, c'est déjà fait. Ouais. Si tu peux nous... Je n'ai pas regardé l'onglet questions. Donc, ouais, première question là, qui a été déposée au départ. Par Yves Rousseux, je vous la publie. Y a-t-il un intérêt c'est sur les mélanges d'espèces, l'intérêt de démultiplier le nombre d'espèces dans le couvert? Je ne sais pas, Nicolas, est-ce que tu veux répondre ou tu... Mais, disons que dans ce que j'ai lu au niveau des résultats expérimentaux, c'est d'abord la complémentarité des espèces qui doit être favorisée plutôt que leur nombre. Donc, et ensuite, quelles espèces, ce qu'on a dit, c'est essayer aussi de discerner un peu quelles vont être les disponibilités en azote du milieu, parce que là, ça va vous orienter après sur des espèces fixatrices ou non fixatrices. Donc, c'est sûr qu'en augmentant le nombre, on augmente ses chances de bien tomber en termes de plasticité, mais c'est d'abord la complémentarité qu'il faudra favoriser. Oui. Du coup, moi, je voulais c'est bien résumé. Mais en fait, oui, c'est l'intérêt, c'est de choisir vraiment des espèces qui soient différentes, à la fois en termes on va dire, de besoins. Du coup, là, c'est la relation à l'azote, donc entre celles qui sont fixatrices et celles qui ne sont pas fixatrices. Et donc, c'est important de choisir des espèces qui soient relativement différentes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas une augmentation de la productivité. Si vous voyez un peu le graphique là, de Finet et al. De 2016 là, que je vous ai remis, finalement, on ne va pas beaucoup augmenter la productivité au fur et à mesure qu'on va ajouter des espèces, mais on va plutôt avoir une production qui va être plus régulière en fonction des contextes pédoclimatiques selon les années et puis selon les parcelles également. Donc au final, parce que faut savoir que dans la majeure partie des situations, le couvert il est quand même relativement limité par l'azote disponible et l'eau disponible. Donc au final, même si on a une complémentarité, on arrive assez vite au bout de ça. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est
d'arriver à, enfin, on va pas forcément augmenter la productivité du couvert, mais on va assurer plutôt sa stabilité parce qu'on va avoir des espèces qui ont des besoins, notamment en termes d'humidité pour lever ou des besoins en eau qui vont être, et en azote qui vont être différents les uns des autres. Donc, quand il ne va pas y avoir beaucoup d'azote, ça va pas être des espèces que quand il y en a beaucoup. C'est bon pour la réponse à cette question? Oui. Alors, une question là un peu plus élémentaire, mais qui a son sens aussi, la distinction entre sipon et engrais vert que tu évoques, Nicolas, dans ta vidéo. Est-ce que tu peux préciser cette distinction de terminologie? Oui, merci. Donc, l'engrais vert, c'était un peu justement les anciens qui utilisaient les couverts pour restituer de l'azote à la culture suivante. Hein. Donc, on va plutôt avoir des couverts comme les légumineuses qu'on va enfouir en espérant qu'elles vont redonner une certaine quantité à la culture suivante. Bon, ça peut être 30-40 kilos ou ça peut être plus si c'est par exemple une culture principale comme la luzerne. Là, ça peut aller plus loin. Mais bon, pour un couvert automnal, bon, déjà d'avoir quelques dizaines de kilos, c'est un engrais vert qui fonctionne. L'objectif SIPAN, c'est parce que là, on est plutôt dans un milieu riche en azote et on veut limiter au maximum les pertes vers la nappe. Donc, c'est vraiment deux finalités différentes. Et les mélanges d'espèces peuvent quand même concilier un peu ces deux objectifs. D'accord, merci Nicolas. Après, une question qui a soulevé pas mal de votes, là, de Jérémy Bont. Comment, ça c'est quand tu présentes l'outil, Romain, comment a été construit cet outil là, que tu as développé là, pour évaluer l'azote disponible? Est-ce que c'est sur la base de résultats d'essais ou de la théorie? En fait, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que il a été construit pas mal sur la base de références bibliographiques qu'on avait, on va dire, en termes de modélisation de la minéralisation de l'humus. Et on a quand même pas mal de publications là-dessus qui nous expliquent les facteurs qui influencent la minéralisation de l'humus pour le sol. Pareil pour l'effet pour la surfertilisation, le lien entre surfertilisation et augmentation du reliquat post-récolte, c'est quelque chose qui a été déterminé, on va dire, en biblio. Pareil pour la minéralisation de la luzerne par l'arrière-effet luzerne. Il y a des choses qui ont été complémentées par la modélisation, c'est-à-dire que l'effet de restitution des pailles dans le contexte de Hauts-de-France, il est issu du travail qu'on a réalisé de simulation avec Styx. Donc on a ressorti ces données-là de quantité d'azote immobilisée lors de la dégradation de ces pailles, donc on l'a ressorti de ces simulations-là. Et puis tout ça, ça a été validé sur nos données d'expé, en fait. Donc j'ai regardé les reliquats sol nus entrée d'hiver, et j'ai recalculé ça, on va dire, et puis pour vérifier un petit peu le dire de l'outil. Ok, très bien. Alors là, une question qui a soulevé quand même beaucoup de votes aussi sur l'effet des pailles et la minéralisation. Est-ce que les couverts peuvent capter l'azote qui aurait servi à minéraliser les pailles? Autrement dit, est-ce que la minéralisation des pailles est une consommatrice prioritaire d'azote par rapport à la pousse du couvert? Alors là, déjà, il faut lire la question, la comprendre, la digérer. Ouais, je ne sais pas, Nicolas, tu as une... Et après avoir... Mais disons que c'est sûr qu'il y a une compétition. Bon, tout le monde a dû voir déjà... par exemple, quand il y a des repousses, bon, ben, là où il y a eu plus de paille, bon, ben, les repousses, elles sont moins vigoureuses. Hein, donc, il y a bien une compétition entre le prélèvement d'un couvert qui soit semé ou repousse et puis la décomposition. Après, disons que cette décomposition, elle va surtout se produire dans la couche superficielle, puisque, bon, suivant que ça a été travaillé ou pas, ça va surtout affecter les premiers centimètres du sol, là où il y a la présence de cette paille, alors que le couvert, il va lui vite avoir ses racines qui vont aller en profondeur. Donc, peu à peu, il y aura quand même une espèce de hiérarchie. Le couvert va aller chercher l'azote plus profondément, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une compétition, et dire qui est prioritaire... moi, je pense que, enfin, je ne suis pas capable de répondre. Désolé.
Je pense quand même que c'est la paille qui se sert parce que visuellement, on voit quand même des repousses qui sont très, très jaunes quand il y a des andins de paille, quoi. D'accord. Après, il faut savoir aussi, oui, quand même que le travail des micro-organismes, champignons ou bactéries pour décomposer la paille est aussi souple, flexible, c'est-à-dire qu'on peut avoir une décomposition avec un manque d'azote, donc les micro-organismes vont s'adapter aussi. Donc, ils vont être moins gourmands en azote pour décomposer la paille. D'accord. Alors, une question là, puisqu'on a quand même pas mal parlé de l'importance des légumineuses dans les couverts, donc question qui a aussi suscité pas mal de votes, de Gilles Salito. Si l'objectif premier est la restitution de l'azote pour la culture suivante, n'a-t-on pas intérêt à privilégier quand même les légumineuses, même si cela ne doit pas permettre d'atteindre le potentiel maximum en termes de rendement tonne de matière sèche? Jusqu'à quel point ne pas privilégier au moins les légumineuses dans l'optique d'avoir de l'azote pour la culture suivante? En fait, comment dire? Je pense que finalement, ça va dépendre aussi où est-ce qu'on se place en termes de richesse en azote, mais je pense que dans des cas où finalement la richesse est assez importante, je pense à des apports de produits organiques ou des choses comme ça, finalement dans la qualité du couvert qu'on va restituer, finalement, on va avoir quelque chose qui va se minéraliser quand même relativement vite. C'est-à-dire que, comme on va pas avoir on peut se retrouver dans des situations, par exemple, de moutarde qui pousse avec une quantité d'azote, on va dire, assez importante. On se retrouver avec des céssurènes qui soient quand même relativement faibles et qui soient compatibles avec une mise à disposition de l'azote pour la culture suivante. Donc, les deux sont possibles ensemble. Mais ensuite, ça va dépendre effectivement où est-ce qu'on se retrouve en termes de sévérité de quantité d'azote à prélever. Mais en même temps, finalement, la croissance de ces légumineuses, elle est toujours un petit peu risquée. Le risque, c'est que finalement, le couvert ne pousse pas et qu'on perde on fasse aucun des deux services correctement. Et puis, en plus de ça, si on veut faire les deux en même temps et en mettant notre non-légumineuse et notre légumineuse ensemble dans le couvert, et qu'il y a beaucoup d'azote disponible, finalement, elle ne va pas se développer. Hein. Je crois pas beaucoup au fait que si on la met en présence avec une culture vraiment cipant assez agressive et qui consomme beaucoup d'azote, la légumineuse, elle a de la place pour se développer. Ok. Et en lien avec cette thématique-là des légumineuses, il y a Vincent Thomis qui pose la question, hein, si on veut optimiser la biomasse du couvert, mais qu'il y a un apport organique riche en azote qui va booster ce couvert, y a-t-il intérêt à mettre les légumineuses dans le couvert? Du coup, vas-y Nicolas, tu allais répondre. Non, s'il y a déjà un milieu riche en azote, les légumineuses, comme vient de dire Romain, vont déjà peu se développer parce qu'elles vont être concurrencées par les autres espèces. Donc ça va coûter plus cher. Et en plus, si on est riche en azote, on a quand même l'obligation d'essayer de piéger au mieux cet azote pour éviter qu'il soit perdu, quoi. Ouais, et puis en fait, il y a un peu un risque selon les espèces aussi qu'on va choisir de mettre dans le mélange. C'est-à-dire que finalement, on va limiter la densité aussi, comme on fait un mélange et qu'on rajoute pas simplement les semences en plus, finalement, si ces légumineuses, elles poussent pas, on se retrouve avec un peuplement de couverts de légumineuses, de couverts de non-légumineuses à, entre guillemets, demi-dose, si on est sur un mélange 50-50 par exemple. Et finalement, pour certaines espèces, je pense notamment le radis, si on baisse vraiment en densité, on peut avoir des problèmes à la destruction sur des radis, des radis qui auraient poussé à faible densité sur un sol qui est très riche en azote, on va se retrouver vraiment avec des betteraves à détruire, quoi. Alors que finalement, si on se met à pleine dose notre couvert de non-légumineuses, on aurait un couvert peut-être aussi plus facile à détruire de ce côté-là. Donc, je pense que, c'est en ça que l'outil est intéressant, c'est que finalement, il va permettre de déterminer ça a priori et que on va pouvoir retirer l'espèce qui ne va pas pousser, quoi. Oui, c'est peut-être. Nous n'avons pas dit que quand même, en moyenne, la capacité de piégeage
Donc, pour réduire la pollution nitrique, enfin le lessivage, la capacité de piégeage des légumineuses est 2 fois moindre. Enfin, la capacité des légumineuses pour réduire la lessivation est en moyenne 2 fois moindre, quoi. Donc, il faut prendre ça en compte aussi. D'accord là-dessus. Alors, une question là qui suscite aussi pas mal d'interrogations, c'est le lien avec le travail du sol. Donc, on pourra certainement parler aussi avec les webinaires qui suivront. Mais la disponibilité en azote et le travail du sol. Donc, quelles sont les disponibilités en azote entre un semis de couvert en direct, sans travail du sol, et un semis et un couvert semé avec une préparation de sol au préalable? Est-ce qu'il y a des éléments déjà qu'on pourrait fournir comme réponse aujourd'hui, ou est-ce que ça sera complémenté surtout avec d'autres webinaires à suivre? Bon, on peut déjà apporter des éléments, je ne sais pas, Nicolas, si tu as des choses à... Bon, je vois un petit peu, c'est-à-dire que... Je te laisse répondre alors. En fait, du coup, ça c'est pas pris en compte dans l'outil. Mais moi, je pense que finalement, le fait de laisser, tu en as un peu parlé, Nicolas, le fait que les résidus soient en surface, finalement, sur leur vitesse de dégradation, ça peut éventuellement, le fait qu'ils ne soient pas bien mélangés, laissés en surface, et du coup avec un semis direct, et qu'ils ne soient pas bien mélangés à la terre, finalement, ça peut limiter un petit peu leur décomposition, parce que finalement le contact entre la terre et ses résidus est pas maximal, quoi. Alors que du coup le fait de mélanger nos pailles avec le sol, finalement on risque peut-être de favoriser la décomposition des pailles, quoi. Donc l'effet d'organisation de l'azote par les pailles, je suis d'accord. Après, je pense que l'effet majeur, il est quand même indirect, c'est quand même le rôle de ce travail ou non du sol sur les capacités du couvert à bien lever. C'est ça qui va être quand même le plus important, et ça va être traité dans les autres webinaires. D'accord. Ensuite, là, une question, c'est sur l'assimilation de l'azote et les facteurs qui peuvent intervenir dessus. Est-ce que vous avez travaillé sur la disponibilité en eau, selon la date de semis, bien sûr, et les stades de développement des couverts, et donc son impact sur l'assimilation de l'azote? Est-ce que ça a été développé dans le cadre du projet particulièrement? J'essaie de voir un peu la question, dans quel sens il faut la prendre. La tournée. Ouais. On a un peu, selon la date de semis, on a un petit peu travaillé ça sur les techniques d'implantation. C'est un peu là où c'est que finalement, plus on va retarder, plus on a la chance qu'il ait plu. Bon, après, voilà, météo, c'est toujours un peu. Plus le temps qu'on fait des couverts dans le projet, il fait toujours sec, mais du coup, bon, puis avec des années qui sont peut-être différentes, mais finalement, la disponibilité en eau, elle peut jouer aussi pas mal sur le développement la levée et le développement du couvert dans les stades un petit peu précoces, et un peu définir, finalement, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas d'assimilation de l'azote par le couvert et pas de développement. Enfin, finalement, ça va aller de pair, mais je ne vois pas trop comment répondre plus que ça. Cette question, je n'arrive pas forcément à la comprendre très bien, mais bon, je ne sais pas, Nicolas, si tu as... Peut-être par rapport à l'humidité du sol, est-ce qu'on a fait des mesures d'humidité dans le sol au moment du semis et ensuite pour voir s'il y avait des évolutions par rapport à ça et l'assimilation de l'azote en corrélation? C'est vrai que, oui, pardon, merci Gaëtan. C'est vrai que les espèces pour leur germination ont des exigences différentes. Donc ça, à ce niveau-là, la dynamique germination levée elle va être très spécifique, mais aussi en interaction avec ce que tu as dit, Romain, c'est-à-dire les conditions hydriques et le travail ou non du sol. Est-ce que s'il y a un mush de paille, ben, ça va aussi protéger quand même un peu contre l'évaporation. Donc tout ça, ça va interagir. Après, donc pour la croissance du couvert, c'est évident, enfin que comme pour les cultures principales, la croissance va être liée à la disponibilité en eau. Et si cette disponibilité est très réduite, c'est vrai que même l'absorption d'azote peut être réduite, quoi. Il y a l'absorption et puis la mise à disposition, parce qu'on a vu que le poste principal, c'était quand même la minéralisation de l'humus.
du coup, la mise à disposition d'azote par le sol, mais finalement, dans le cadre d'un sol sec, et qui est sec sur toute qui est très très sec, finalement, on a peu de minéralisation parce qu'on n'a pas de quoi. On a très peu de ce qu'on appelle des jours normalisés pour minéraliser l'humus, quoi. Oui, donc à la limite, l'offre en azote va être moindre et la capacité à l'attraper va être moindre aussi. Ok. J'espère qu'on a répondu. Comment? J'espère qu'on a répondu à la question. Oui. Sinon, on va se reposer différemment. Il est 19h02, on se garde encore quelques petites questions. Ouais, et puis après, voilà. Puis après, on peut conclure. Et puis... J'ai une question là, c'était sur les simulations Styx dont tu as parlé, Romain, et dans quel cadre elles ont été réalisées, dans quel contexte pédoclimatique, est-ce que c'était lié aux Hauts-de-France, sont-elles valables pour le reste de la France, etc. Ouais. Contexte météo, enfin, c'est celui des données météo qu'on a pu avoir pour les Hauts-de-France, mais plutôt du coup au départ du projet, plutôt versant sud, c'est-à-dire qu'on avait les données plutôt d'une bordure maritime dans la Somme et des données de Mons. Et ensuite, en termes des données pédoclimatiques, elles ont été reprises par rapport à des typologies de sol, donc, mais en essayant d'utiliser des types de sol un peu contrastés. Donc on avait des choses avec on va dire, on caractérisait plutôt un limon profond, limon sableux, et puis après on avait des choses qui, en termes de réserve utile, correspondaient plutôt à de la granite sur craie. Enfin des terres, ce qu'on appelle des terres blanches, quoi. Après, oui, il faudra elles devraient être, elles mériteraient d'être adaptées pour d'autres régions. Enfin, en termes de précipitation et tout ça, on est complètement différent. Enfin, on le voit déjà sur la région avec les 2 stations météo qui ont été utilisées, entre celle qui est en bordure maritime et celle qui est un peu plus entre guillemets dans les terres. On a déjà des différences. Donc, je pense qu'en termes de pédoclimat, si on n'est pas très loin de la Picardie, on peut l'utiliser, mais sinon, je pense qu'on arrivera à des conclusions qui sont quand même relativement différentes. D'accord. Et alors, une question là pour terminer, j'ai deux questions qui sont posées sur le chat ou des remarques un petit peu qui ouvrent un petit peu large le débat. Thierry Guéoui demande si ces travaux que l'on mène là vont-ils enfin permettre de lever le frein de la directive nitrate qui interdit la production de légumineuses pures, hors système bio, dans les Hauts-de-France. Donc une question un petit peu politique. Est-ce qu'on a moyen de faire pression avec des références comme ça ensuite pour faire évoluer la directive nitrate? En fait, question un peu piège. Question très piège, merci Thierry. Et en fait, en fait, l'outil ne permet pas de dire quelle est la proportion de situations où il y a une forte disponibilité en azote et celle où il n'y a pas de disponibilité en azote. Il permet simplement de l'évaluer. Donc après, c'est à chacun c'est pas forcément à moi de savoir si la majeure partie des cas, il y a un enjeu azote ou il n'y a pas d'enjeu azote sur les intercultures. Mais finalement, ça permet vraiment on permet de discriminer un peu ces situations-là, faibles et fortes. Donc après, ce qui en est fait, c'est pas trop de mon ressort. Donc voilà. Moi, je produis des outils, pas forcément. D'accord. Et puis, j'ai une dernière question, remarque un peu d'Olivier Chumery, toujours sur le chat. Comment évolue l'angle de vue sur la gestion des couverts lorsque l'on introduit le paramètre économique des bonus carbone au niveau de l'exploitation? L'angle de vue de la gestion des couverts lorsque l'on introduit le paramètre économique des bonus carbone. Quel angle de vue sur la gestion des couverts? Est-ce que ça change un peu certaines affirmations qu'on peut avoir faites sur la base des expérimentations dont on a parlé? Comment le bonus carbone, en gros, vient interagir là, dans tout ça? C'est clair que les cultures intermédiaires à ce niveau-là sont gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on peut piéger de l'azote et en même temps rapporter du carbone au sol. Et quand nous avions travaillé il y a déjà une dizaine d'années sur les essais de long terme là, qui sont disponibles en France, là, on a bien vu que les cultures intermédiaires pouvaient contribuer à faire stocker du carbone. Et
à quantité de carbone introduit égale, c'est même un rendement en humus plus important pour les cultures intermédiaires que les pailles, par exemple. Parce que finalement, on introduit des systèmes racinaires relativement jeunes qui vont finalement s'humifier plus facilement. Donc, il y a vraiment un enjeu carbone associé aux SIMS. Hein, donc, oui, après la question de la quantification, puis de le traduire en valeur économique, ça, c'est tout un travail sur lequel je suis incompétent. Après, sur la partie, on va dire, plus économique, je n'ai pas regardé cette histoire de monétarisation du carbone, mais souvent, quand on en parle souvent, on va demander d'intervenir plusieurs fois sur la partie culture intermédiaire et stockage de carbone. Et, enfin, ce que tu dis, Nicolas, je te rejoins là-dessus, c'est que c'est très efficace pour stocker du carbone, mais c'est d'autant plus efficace que finalement, d'un point de vue économique, ça n'oblige pas à modifier l'assolement et la rotation des cultures pour stocker du carbone en plus sur un système qu'on a déjà, on va dire, entre guillemets, optimisé pour la rentabilité économique. C'est-à-dire que si on veut, c'est une manière de stocker du carbone sans se passer de certaines cultures qui sont rentables, mais qui exportent beaucoup. Enfin, je pense au système peut-être avec betterave ou pommes de terre, c'est-à-dire qu'on peut stocker on va arriver à restituer plus de carbone au sol sans finalement devoir faire des choix de culture pour restituer plus de carbone au sol. Il y a aussi à prendre en compte dans l'intérêt de ces couverts, c'est que voilà, on n'a pas modifié l'assolement pour stocker du carbone. D'accord. Après, il faut savoir raison garder, c'est-à-dire qu'il faut bien voir l'ensemble des objectifs. Et stocker du carbone, ça peut être bien, mais si on renfouit par exemple des grosses quantités de résidus, enfin, renfouit ou restitue des grosses quantités de résidus assez tardivement, ben on risque de créer aussi une organisation importante pour la culture suivante. Donc, s'il faut ramener en plus un surplus de fertilisation, qui en plus peut aussi contribuer à des émissions de gaz à effet de serre, donc ça peut être aussi contradictoire. Donc, il y a bien un équilibre à trouver entre le stockage du carbone et la fourniture en azote pour la culture suivante. Oui, très bien. Très bien, très bien. Bah, écoutez, il y a encore des questions, mais je propose que les réponses soient apportées avec le compte-rendu, comme ça avait été fait la fois précédente. Hein. Romain, tu me confirmeras que ça marchera comme ça. Il n'y a plus ton micro, Romain. J'ai coupé mon micro pour éviter les échos, mais ouais. Du coup, voilà, je renverrai des questions, les réponses à ces questions-là par mail aux gens. Et puis, de toute façon, les réponses, qu'on y ait répondu ou qu'on n'y ait pas répondu, il y aura un compte rendu avec le replay. Là, par contre, il faudra aller chercher sur le site du projet, mais vous trouverez un document questions-réponses avec les réponses à la fois aux questions auxquelles on a répondu et puis celles auxquelles on n'a pas répondu. Voilà. Donc, pour finir un peu sur la partie questions. Du coup, on est un tout petit peu en retard, mais du coup, je vais finir je vais conclure un petit peu ce qu'on a dit, et puis vous rappeler un petit peu les échanges. Je vais déjà lancer les sondages. Voilà. Comme la dernière fois, je vais publier le sondage un peu de satisfaction pour voir un peu ce que vous en avez pensé, à la fois sur le format et sur le fond. Donc, n'hésitez pas à y répondre dès qu'on aura fini, ou voilà, si vous avez déjà votre opinion qui est arrêtée, allez-y. Donc voilà, c'est dans la rubrique sondage. Moi, je voulais remercier. En termes de choses à retenir, donc voilà, donc c'est que ce qu'on a pu voir là dans le cadre de ce webinaire, donc d'un peu plus d'une heure, c'est que les mélanges ils permettent de sécuriser la productivité de nos couverts. C'est-à-dire que on l'a vu, ça n'améliore pas la productivité par rapport à la meilleure culture intermédiaire qui puisse exister. On va dire celle qui est la plus adaptée au contexte. Il y a toujours une espèce solo qui est plus adaptée au contexte, mais comme on ne la connaît pas, le couvert, ça permet aussi de sécuriser. Puis ça permet aussi de sécuriser en termes de variabilité spatiale. Mais finalement, ce couvert-là, finalement, il ne s'agit pas seulement de mettre les espèces au hasard dans le semoir. Finalement, il faut aussi, il mérite d'être adapté au contexte de la parcelle, de la disponibilité en azote, et aussi l'offre de température et la durée de végétation qui peuvent impacter la dynamique du couvert, et puis du coup la présence ou l'absence de certaines espèces, et du coup l'intérêt de leur présence dans les mélanges.
Et cet objectif-là, c'est de valoriser au mieux l'investissement en semences et puis d'assurer la production de services écosystémiques, donc qui est les espèces qui nous intéressent. Donc voilà, donc après pour continuer sur ce sujet-là, je vous invite à aller voir sur le site, il y aura le replay du webinaire, les vidéos des essais, donc les petites vidéos qu'on passe dans le cadre de ces webinaires, elles seront disponibles individuellement, donc vous pourrez les utiliser, les revoir sans avoir le reste du discours si vous n'avez pas envie. Il y a le compte-rendu des échanges avec les questions, donc voilà, un question-réponse. Et donc, il y aura aussi la liste des liens et des références qu'on a utilisées dans le cadre du webinaire. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a juste donné le nom de l'auteur et la date, mais du coup, vous aurez toute la référence complète et puis le lien pour aller chercher la publication si elle est disponible librement. Donc voilà, aussi, n'oubliez pas, il y a d'autres rendez-vous et il faut s'inscrire à chacune des séances pour déjà recevoir le rappel, parce que le prochain, il est dans un mois. Donc, dans un mois, on parlera plutôt techniques d'implantation post-moisson et avant-moisson avec le semis à la volée dans le précédent et nos comptes rendus d'essai sur chacune de ces deux thématiques. Et puis, donc voilà. Donc, je vous dis, il est nécessaire de s'inscrire à chaque séance. Faites-le maintenant, parce que sinon, vous n'y penserez plus. Bon, on fera des rappels, mais sinon, donc voilà. Donc voilà, si vous avez... Donc, moi, j'ai un peu fini. Je ne sais pas si les autres participants veulent ajouter quelque chose. Sinon, on va pouvoir clore la séance. Moi, je voulais juste remercier pour l'attention et puis aussi la qualité des questions. Voilà. Merci. Oui, merci pour vos questions. Je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup d'intérêt à ce sujet-là et il est vaste. Ok, parfait. Pierre Alban, rien de... Non, ça va? Impeccable. Ok, du coup, je vous dis à bientôt pour ceux qui seront là au prochain webinaire. Et voilà, donc bonne soirée. Bonne soirée à tous.